Bonsoir, au sommaire du théâtre, du rugby, des échos du bal musette, un casse-canne à la médiathèque. Mais pour commencer, découvrons une nouvelle offre de service à Agenmo, située passage du Terminus. Alors, je m'appelle Natacha Castetz, je suis de Cona et je suis sophro-relaxologue. Alors, que faites-vous donc à Agenmo? Alors, à Agenmo, c'est un concours de circonstances. Le local était libre, donc on est venu le visiter, puis ça correspondait tout à fait à nos attentes. Donc, en quoi consiste la relaxation? Alors, la relaxation, ce n'est pas faire la sieste. C'est un outil utilisable selon ses objectifs, donc concentration sur sa respiration, relâchement des muscles, ce qui nous amène à être attentifs à nos pensées, à nos émotions, à nos sentiments. Vous travaillez aussi sur la sophrologie? L'objectif de la sophrologie, c'est vraiment de développer sa conscience et d'aller chercher au fond de soi les ressources, tous les outils qu'on a pour mettre à notre service pour que dans la vie, on puisse toujours avancer dans le bien vivre, dans le bien-être, et voilà. Donc en fait, les personnes, quand elles viennent vous voir, elles ne sont pas conscientes qu'elles ont cette possibilité en elles? Non, pas toujours. Voilà. Et donc la sophrologie va les aider? La sophrologie va les aider parce qu'ils vont se recentrer sur eux-mêmes, sur leurs émotions, sur leurs pensées, sur leurs sentiments, sur leur corps. Et donc du coup, ça va développer des choses en eux, ça va bouger, et c'est comme ça qu'on avance. C'est un travail personnel. Hein. Donc moi, je donne des outils, mais après, il faut que les personnes fassent ces petits exercices que moi, je vais leur préconiser pour pouvoir commencer à faire ce cheminement. D'accord, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de venir vous voir, il faut après, personnellement... Exactement, c'est un travail sur soi, c'est un travail de chemin de vie, c'est un travail, voilà. Et alors, ces séances que vous organisez, c'est individuel? Alors, il y a de l'individuel, et après, à partir du vendredi 1er mars, je vais organiser le vendredi soir de 19h à 20h30 un petit groupe de 5 personnes pour un tarif de 20 €. Voilà des séances de relaxation et de sophrologie. Et le tarif pour les séances individuelles? Alors, le tarif individuel, que ce soit relaxation ou sophrologie, c'est 50 €. Ensuite, j'ai un tarif de 40 € pour les étudiants, les chômeurs et les personnes qui ont des petites retraites, et 30 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et une séance, ça dure à peu près combien de temps? On compte bien 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie, parce qu'il y a un temps de partage, il y a un temps d'échange, et puis après, il faut que j'explique bien tous les exercices qu'il y aura à faire à la maison. Moi, je suis Véronique Lassalle, je suis sophroanalyste des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. C'est un nom à rallonge quand même. Voilà, alors expliquez-nous ce que c'est. Alors déjà, je vais vous expliquer mon parcours. Je suis une ancienne aide-soignante. J'ai été aide-soignante pendant 28 ans. Et puis, la vie fait que je commençais à réfléchir sur l'origine des maux. Je voyais tellement de maladies, de gens souffrants. Je me suis dit, il y a bien une origine quelque part. Vous voulez dire des mots MAUX? MAUX, oui, complètement. Dans un même temps, ma santé ne me permettait plus d'être aide-soignante, donc j'ai choisi de me reconvertir professionnellement. J'ai fait une première école de sophrologie, puis une seconde, un peu plus transpersonnelle, ça me ressemblait un petit peu plus. Et puis, la synchronicité de ma vie m'a emmenée à être sophroanalyste aujourd'hui. Alors expliquez. Alors, la sophroanalyse, c'est tout un programme. C'est une thérapie qui est brève, parce qu'on parle de thérapie quand même, brève et opérative. Alors la durée dépend de l'histoire de la personne, mais aussi de l'objectif à atteindre. Alors, statistiquement, entre 20 et 30 heures. C'est statistique, bien sûr, parce qu'il y a des clients qui arrêtent au bout de 10 heures parce que les objectifs sont atteints, et c'est OK. Donc les personnes qui viennent vous voir, ce sont des personnes qui ont un problème à régler, qui ne se sentent pas bien. Alors, la sophroanalyse sert à déprogrammer tous les schémas répétitifs et souffrants de notre vie, qui sont installés la plupart du temps depuis la matrice, à l'intérieur de la matrice. Ça se met très très tôt. Un exemple, une maman qui attend un bébé, elle a 16 ans, elle est surprise, trop jeune, ses parents ne veulent pas que leur fille soit enceinte. Ce qu'elle va penser à l'intérieur d'elle, c'est trop tôt, je ne veux pas de cet enfant, je vais avorter.
Or, on a beau être une cellule, il y a beau ne pas avoir encore de cerveau, on a quand même un programme ADN. Et cet ADN va entendre d'une certaine façon, si je peux résumer ainsi. Oui. À ce moment-là, cette cellule va se dire « je vais mourir ». Et elle va commencer à tourner en rond dans un temps défini qui va être traumatisant. Je vais mourir et ça tourne. Et ça se fige comme tous les traumas. À ce moment-là, ça va s'infiltrer, se cristalliser à l'intérieur de nous. Et je vais mourir va être opératif dans sa vie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut avoir... Bon, on dit bien entendu que cette maman va changer d'avis, elle va garder son bébé, ce bébé va naître, va devenir une personne, un adulte. Mais à l'intérieur de l'adulte, il y aura toujours « je vais mourir ». Donc des grandes peurs qui peuvent s'installer au cours de la vie. Alors mon boulot à moi, mon travail, c'est de déprogrammer ces peurs en revenant à l'origine, à la racine. Voilà, donc je mets les personnes en état de relaxation, Oui. et c'est un état qui permet au cerveau droit de se libérer, d'avoir accès à l'inconscient, et depuis cet inconscient, on va aller chercher ce qui s'est réellement passé. Alors, bien sûr, on va reprogrammer tout ça, du factuel au spirituel, puisque c'est une méthode qui allie la psychologie et la spiritualité. Alors factuellement, on va montrer à ce bébé, en temps voulu, puisque le temps n'existe pas, on est dans l'instant T, on montre à ce bébé tout simplement que non, sa maman l'aimait et qu'elle a juste eu peur, c'est tout. Mais que ce qu'il a pensé, la croyance qu'il en a eue à ce moment-là, c'était pas tout à fait la vraie. Une fois que vous avez déprogrammé cette croyance, la stratégie de « je vais mourir » s'arrête automatiquement et de suite. Et donc ça se fait par la parole. Vous parlez Oui, avec c'est eux. interactif tout le temps. On parle, je me sers de la programmation neurolinguistique, de l'analyse transactionnelle. On se sert aussi de tout le décodage des mémoires intra-utérines qu'avait travaillé Claude Imbert il y a 20 ans déjà. Claude Imbert était docteur, médecin, cancérologue, et elle avait déjà travaillé sur ces mémoires-là. Donc on se sert de ça aussi. Puis de tout ce qui est systémique, parce que le système entier se joue de toute notre histoire. Donc, voilà. Ça ressemble quand même à la psychanalyse un peu Non, quand même. non, du tout. Non, on n'est pas du tout. Non, puis en plus, on peut pas. Les psychanalystes ont des patients. Nous, on a des clients. C'est pas la même chose. C'est pas une forme de psychanalyse. Et puis, il y a des gens qui vont en psychanalyse, qui sont sous traitement. Moi, par contre, je peux pas prendre ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que dans la séance, il va y avoir beaucoup d'émotions. L'émotion, c'est la prise de conscience. Du coup, ça permet une prise de conscience. Et on peut pas, les personnes qui sont sous traitement par exemple ne peuvent pas avoir d'émotions. En tout cas, elles sont annihilées par tout le traitement. Donc déjà, il y a effectivement des personnes que je ne peux pas prendre. Mais et comment les personnes viennent vers vous ? Parce qu'elles sont... il y a un non-sens de vie, quelquefois, un manque de confiance. Elles ne trouvent pas leur place. Des schémas qui se répètent. Vraiment, du style, je peux avoir une cliente qui me dit « mais j'arrive jamais à garder un homme dans ma vie, il s'en va au moment où ça se concrétise ». Et oui, parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a mis en place une croyance « je ne serai jamais heureuse » par exemple. Et il faut revenir à l'origine de ça pour qu'à un moment donné, sa vie s'ouvre et qu'elle puisse concrétiser son couple. Donc oui, il y a plein de gens qui arrivent et qui ont des tas de peurs paniques aussi. La peur du manque, la peur de mourir, la peur de la mort tout simplement. Et qui est due à vraiment quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Par exemple, une maman qui se promène, qui est enceinte, qui promène son premier bébé, elle trébuche, la poussette lui rentre dans le ventre. Dites-vous bien que le bébé à l'intérieur n'a pas vu ce qui s'est passé réellement. Lui, ce qu'il a ressenti, c'est le coup. C'est la tragédie quelque part. Et il peut se mettre dans l'idée « ma mère a essayé de me tuer ». C'est terrible. Alors qu'il n'en est rien. Mais sa croyance est tout autre. Et du coup, si ma mère a essayé de me tuer, c'est que j'ai pas de valeur. Donc du coup, la dévalorisation est dans la vie, etc. Comment vous arrivez à découvrir tout ça ? Mais justement, par l'interaction, par le fait que le cerveau droit se libère et que moi, mon programme, oui, je dirais que c'est peut-être un programme, mais la programmation neurolinguistique, c'est une méthode de questionnement. Et moi, je remonte tout doucement l'information par cette méthode de questionnement. Alors, ça arrive souvent sous forme métaphorique. Mais mon travail à moi, c'est de traduire la métaphore. Je valide toujours les informations que je vais chercher. Ah oui, est-ce qu'il y a l'analyse des rêves ? Oui, au début. C'est-à-dire qu'au moment où je reçois la personne, il y a une petite demi-heure d'échange.
Et je demande toujours à la personne, avez-vous fait des rêves? Parce que dès que la thérapie commence, il y a des rêves qui viennent, et des rêves très percutants. Alors je ne parle pas des rêves qu'on oublie après le café, je parle des rêves qui vont être récurrents, et qui vont revenir tout au long de la journée. Oui, à ce moment-là, j'interprète les rêves, parce que c'est toujours en lien avec la séance qui va se présenter. C'est tout à fait extraordinaire. Et après, on fait des copier-coller, hein, c'est-à-dire que la personne se rend compte elle-même du bon sens du rêve déjà, et puis de tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle va en vivre des choses entre deux séances. Et est-ce qu'il y a parfois des médecins qui vous envoient des personnes? Oui, j'ai des médecins qui m'envoient des personnes, oui. Je suis recommandée par certains médecins de Mont-de-Marsan, par d'autres qui sont un petit peu plus loin, oui. Et de toute façon, mon formateur est un docteur en neurobiologie, Christine Louveau. Elle a écrit un super livre, d'ailleurs, j'aime bien en parler parce que c'est quand même pas anodin. Et Christine Louveau est docteur en neurobiologie, c'est elle qui a repris la relève de Claude Imbert, qui avait décodé les mémoires intra-utérines. Elle a théorisé tout ça, et elle en a fait une merveilleuse méthode. Et je suis issue de son école. Bien, alors donc la personne qui a besoin de vous s'adresse à vous. Et combien de séances il faut? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a à peu près une vingtaine d'heures à prendre en compte. Alors on essaie de mettre 1 heure par mois parce que c'est quand même des séances. C'est un investissement. Hein. C'est un investissement financier, mais ça aussi. L'investissement financier est à la hauteur de la motivation, de toute façon. Comme on met 1 séance par mois, ça passe. C'est quand même quelque chose qui peut passer. Et du coup, on est ensemble pour quelquefois 1 an. Mais c'est un parcours qui est juste génial. C'est pérenne dans le temps. Le changement, il est réel et puis il est pérenne. Bien, écoutez, merci pour tout. Vendredi soir, la salle d'animation de la médiathèque était bien remplie pour écouter Thierry Rousselet conter 2 légendes du pays landais. Eh bien, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur. Alors, mesdames, messieurs, les enfants, il y a longtemps, oh, fort longtemps, plus longtemps que longtemps, jadis, à l'époque, autrefois, un casse-camp, c'était celui qui allait à pied pendant des jours, parfois des semaines, chercher des invités à l'occasion d'une prochaine noce, et rapporter comme preuve de chaque famille invitée un ruban noué autour de sa canne. C'est quoi un casse-camp? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça veut dire chasse-chien. Les maîtres l'avaient choisi, le Ferdinand, pour sa gaillardise, sa figure, son petit savoir en lecture, et le besoin qu'avait sa famille. Ah, sûr qu'il ne serait pas payé, beaucoup, mais il aurait honneur, considération, et certainement de menus cadeaux par les gens visités. Surtout, le Ferdinand, il aurait une bouche de moins à nourrir, et pas la moindre, la sienne, car il avait gros appétit, le Ferdinand. Après une bonne nuit d'amour, de caresses, de conciliabule, Ferdinand partit, dans le matin glacial, musette à l'épaule, contenant 1 quignon de pain, un petit pot de graisse de canard, 3 oignons rouges et 2 très grands mouchoirs à carreaux. Mais j'avance pas, bon Dieu, c'est un vent à décorner Belzébuth. Bonjour, l'ami. Bonjour, monseigneur. Oh, le brave homme. Je suis moins et davantage que cela. Je suis le folle d'un des princes les plus importants du royaume. Moi, je ne suis qu'un bonhomme de peine. Effectivement, tu fais triste mine. Allez, grimpe, je t'emmène. On prétend même, mesdames, messieurs, que depuis ce temps, un démon tourne autour de la Terre, suivi d'une queue échevelée d'étoiles brûlantes, qui réapparaît tous les 1000 ans,
sous la forme d'une comète. Bonsoir, mon histoire est finie. Que le grand prix vous proche. Dimanche, la nouvelle équipe du comité des fêtes organisait un repas dansant à l'occasion de la Saint-Valentin. Les nombreux participants ont beaucoup apprécié le repas et la musique entraînante jouée par le groupe Tropicana, le tout dans une ambiance très conviviale. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Laurent Vergès, le nouveau président du comité des fêtes d'Agetmo. Je suis heureux de vous accueillir ici dans cette salle de la Rotonde pour le bal musette de la Saint-Valentin. Et soyez les bienvenus ici aujourd'hui. Je souhaitais à la fois vous présenter un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Donc le repas que nous faisons, et je vais vous le détailler un petit peu, puisque le repas est fabriqué et fait par notre équipe de bénévoles du comité des fêtes. Donc on ne fait pas appel à traiteur, c'est le comité des fêtes qui le fait. Et bien évidemment le bal musette. Je remercie au fait aussi l'orchestre Tropicana d'avoir encore renouvelé cette année leur présence ici sur ce bal musette. Donc je renouvelle mes vœux de bienvenue. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. Je suis heureux et mon équipe est heureuse de vous accueillir ici à la salle de la Rotonde. Merci beaucoup et très bonne journée. Elle est trop chouette, et sa cousine, elle est bien. Et son cousin, il est malsain. Je dis à l'un que c'est un bon moyen. Toutes mes dents, moi je vois plutôt du noir. Du noir en dedans chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça fait chaud pour moi. Oh moi, qui suis l'un de vous.
Alors pour cette première aujourd'hui, pour moi en tant que président du comité des fêtes, ici pour ce bal musette qu'on a organisé le dimanche pour la Saint-Valentin, oui, c'est une réussite. Oui, bien évidemment, avoir le monde qu'on a eu pour les repas et les gens qui sont venus après, bien sûr que c'est une réussite. Et la réussite, elle est globale. Elle est globale avec mes bénévoles, elle est globale par ce qu'on a fait et par ce qu'on a construit pendant des années. Et bien évidemment, il est clair que j'espère que les Agenmotiens et les Agenmotiennes découvrent ce bal musette qui est organisé par le comité des fêtes. Cette fête que nous, on veut faire en dehors des fêtes, que ça soit pour tout le monde. Et venez l'année prochaine, j'espère, présent autour du 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour venir ici, pour éviter de tout ce qu'on met en place, nous et les bénévoles, pour que ça soit une belle fête. Merci à vous tous. Vendredi soir, à Mans, excellente prestation de la troupe La Charabande de Thil qui présentait la pièce de Jean-Michel Ribes, Palace. C'est ici le change. Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Bien sûr. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général? Sur les femmes? Sur le nucléaire? L'intégrisme dans l'islam? Sur mon beau-frère. Bien sûr, monsieur. Je le trouve formidable. Ah! Il est grand, blond, drôle. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. C'est un as du canoë-kayak. Bref, il m'épate et ça finit par m'étouffer. Et vous me parlez bien de votre beau-frère Henri, de celui qui se teint. Ah bon? Henri se teint? Oui. Remarquez, c'est normal, c'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Parce qu'il a fait de la prison. 12 ans. Oh. Trafic de drogue. Détournement de fonds. Coups et blessures sur un vieillard. Et flagrant délit d'exhibitionnisme devant le lycée de Mont-de-Marsan. C'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Non. Parce que j'étais au courant. Oh, je suppose. Ça fait 5 ans qu'ils couchent ensemble. Pardonnez-moi. Le sacouet. Oui, je dirais même l'ordure. Oui. Mais ça ne m'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. C'est pas le pirate. C'est un nain caché au fond des 2 bateaux qui pédalent. Un nain tombé. Le porc. Le porc. Eh oui. Oh, je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux. Non, monsieur, mais non. Je vous trouve formidable. Mais non. Si. Vous êtes grand. Élancé, intelligent. Je suis sûre que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des hommes comme vous, je me sens peu de choses. Ça m'étouffe. Appelez-moi les directeurs. Bien sûr, madame, bien sûr. Monsieur le directeur, un problème à la table 11. Merci.
Vous m'avez fait appeler, madame? Una crevée dans mon thé. Mais certainement, madame. Non, attendez, il y est déjà. Regardez vous-même. Vous vous rendez compte? Dans un palace, una crevée dans mon thé. Madame doit réaliser qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que l'animal soit crevé, puisqu'il est ébouillanté. N'empêche qu'il y a une crevé dans mon thé. Madame a-t-elle la certitude qu'il s'agisse d'un rat? J'ai quant à moi l'impression d'un gros mulot. Mettons, un gros mulot. Et je ne vois pas ce que cela change. Un autre jour, ça ne changerait rien, mais aujourd'hui... Eh bien quoi, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez me chanter encore? Justement, aujourd'hui c'est la Saint-Bruno. Madame ne va pas me dire qu'elle n'a pas chanté quand elle était petite. À la Saint-Bruno, mon coco, il y a un gros mulot, mon coco. Et mon curé. Oh, non! Venez avec moi. Allez, à la Saint-Bruno, mon coco, il y a un gros mulot, mon coco, qui joue dans le thé, mon curé. Autre chose, madame? Non, non, ça ira. Ça ira. Crever. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Dans notre rubrique automobile, aujourd'hui la Peugeot de 1928. Alors c'est une voiture, une Peugeot 172S de 1928. C'est un coupé cabriolet docteur. Alors cette voiture a été fabriquée en 1220 exemplaires. Non, ça fait très peu parce que c'est la dernière des séries des 172. Et après ils ont fabriqué la 190S. Voilà, dans la même année. Offert par mon père, mais dans un sacré état. Un état quasiment épave, mais qui était complète. Donc du coup, voilà, donc une restauration sur 5 ans, avec l'obtention des papiers, et voilà. Alors mon père l'avait déniché à Saint-Sevé en tant que charpentier, parce qu'il refaisait des toits de charpente, les toits, donc il chinait toujours avec les propriétaires, savoir ce qu'ils allaient faire de cette voiture ou certaines motos. Et c'est comme ça qu'il a déniché quand même les deux voitures, dont une trèfle et cette Peugeot. Voilà, ma peinture elle n'est pas satinée. Cette voiture elle a deux couleurs, elle est bicolore. Donc les ailes, tout ce qui est ailes, c'est du noir brillant. Voilà, et tout ce qui est caisse, c'est un mat, un noir mat. Voilà. Pour quelle raison? J'ai vu ça sur une voiture, sur une bourse d'échange qui m'avait plu, c'est ces deux couleurs. Et de façon à faire ressortir un petit peu voilà, le noir. Et c'est la particularité du mat, c'est que autrefois, les voitures, elles n'avaient pas de solvant. Donc elles se mataient automatiquement avec le temps. Voilà, et c'est quelque chose qui m'a plu. Alors, le coupé docteur, il se faisait en cabriolet, et la particularité c'est qu'il y a un capot extérieur qui fait à la fois siège et coffre. J'avais tout sauf le pare-brise, donc j'en ai eu quand même un petit moment pour le retrouver. Et à la sortie, j'ai trouvé des pièces, il était abîmé, mais j'ai refabriqué moi-même le pare-brise. Tout ce qui est sellerie a été refait à neuf parce que j'avais les patrons, tout ce qui était les patrons, la sellerie je n'avais plus rien à part des bouts de façon à pouvoir imaginer ce qui était à l'origine.
Voilà. Et par contre, tout ce qui était caporte, armature, tout ça, je n'avais rien. Voilà, je n'avais rien. Ça a été refait avec des pièces d'autres voitures, toujours dans le même style, mais modifié. Voilà. Et la sellerie, c'est un professionnel qui me l'a faite, parce que c'est quelque chose qui est faisable, mais qu'il faut réellement avoir du métier pour le faire, pour avoir un rendu, un joli rendu. Le bidon sur le côté, c'est une trouvaille que j'ai faite sur Clermont-Ferrand, lors d'une bourse d'échange. Alors le moteur, c'est un 5 chevaux, sur 4 cylindres, voilà, et c'est une boîte à vitesse en ligne 1, 2 et 3 vitesses. Et la 4e pour marche arrière. Ça varie entre 50 et 60. Voilà, mais 60 avec le vent, avec un grand vent dans le dos. Il y a eu tout à refaire, la bielle, tout ce qui est segmentation, recherche d'un carburateur parce que le carburateur était fissuré, donc recherche d'un carburateur, pas mal de pièces, voilà. Donc c'est quand même une voiture qui, malgré sa petite taille, avait un budget à atteindre, quoi. Ce sont des freins ce sont pas des freins à disque, mais il n'y a pas l'ABS, mais c'est des freins à tringle, voilà, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. Elle fait 890 kg. Pas des pneus d'origine parce qu'au jour d'aujourd'hui, des pneus d'origine, ça ne se trouve plus puisque c'était des pneus à talons. Et pour rouler à l'heure actuelle, c'est compliqué. Voilà. Mais ce sont simplement des pneus moto. Une première mi-temps à son avantage, un second acte bien plus difficile. Le SAH touchait au but pour battre l'US Salles, mais malheureusement 7 minutes de trop. Un essai encaissé et un drop qui ne passe pas entre les barres. 17 à 19, Agenmo pouvait avoir des regrets. Ouais, ça passe pas loin, beaucoup de grosses déceptions quand même parce que le match est... Les garçons font un bon match aujourd'hui et voilà, on n'est pas récompensé des efforts. Après, ça a été dur physiquement, on a quand même pas mal subi en deuxième mi-temps.
Physiquement, on a perdu un petit peu pied en début de deuxième mi-temps, ce qui a fait un petit peu la différence. Mais quand même fier des garçons parce que voilà, même s'il n'y a pas la victoire, c'est des garçons qui s'envoient, on ne va pas lâcher, on va essayer, il reste des matchs derrière, donc il faut qu'on aille faire un résultat à Forac maintenant. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que le fils de monsieur et madame La Route d'Asparin s'appelle Saturnin. Alors ça marche avec l'accent. Saturnin, La Route d'Asparin. Voilà. Alors cette semaine, pour gagner un repas lors du Salon du Livre du 17 mars prochain, pouvez-vous nous dire d'où vient l'origine du nom Casse-Canne? Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.